euh, nul besoin d'appartenir à un ordre professionnel pour adopter un comportement éthique. C'était arrêté ici. Voilà. Donc, ici, on veut juste dire que le comportement éthique est un aspect qui prend en compte, mais qui se manifeste dans presque toutes les professions. Voilà. Donc, dans toutes les corporations, on parle de l'éthique. Donc, il n'y a pas de question que l'éthique s'applique dans tel ou tel ordre professionnel, mais dans tous les domaines professionnels, l'éthique intervient ou est appliquée. Maintenant, nous avons les 5 principes fondamentaux de l'éthique professionnelle, les 5 principes fondamentaux. Dans ces 5 principes fondamentaux, nous avons l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? C'est un mot qui est très utilisé dans le domaine de la santé. L'empathie. Hervé, j'ai cru avoir entendu l'autre jour une définition venant de votre part là. C'est vrai. Ah, voilà. Oui, professeur. Qu'est-ce que l'empathie? Allô? Oui, je vous reçois très bien. Allô? Oui, je vous reçois. Allô? Oui, Hervé, je vous reçois très bien. Voilà. Quelqu'un a une définition de l'empathie? Allô, professeur? Voilà. Allô? Oui, oui, Allô, professeur? oui. L'empathie. Donc, c'est le fait d'être, voilà, de se mettre parfois à la place de la personne sans pour autant se substituer à elle. Sans pour autant se substituer à la personne. Oui. Ok. C'est qu'il y a juste un petit truc qui me manque. Oui, professeur. Ok. Oui. L'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments d'un autre individu. Oui. Oui. Il y a juste un petit truc qui me manque encore. Ok. Au fait, des sentiments et des émotions. Très bien. On parle de l'émotion ici. On parle de l'émotion et surtout le caractère humaniste. Le fait d'avoir, c'est-à-dire dans l'émotion, on a aussi la pitié. Oui. Le fait que la personne qui est en face de vous se sente intéressée, lit directement sur votre visage que vraiment vous avez pitié de lui. Et que vous faites de votre mieux pour que son mal puisse être vraiment allégé. Non, pas trop. L'empathie, là, on peut avoir de la compassion peut être un peu, un peu, voilà. Mais l'empathie est généralement un sentiment humaniste. Donc ça, c'est le premier principe de l'éthique professionnelle. Maintenant, le 2, c'est la conscience. Dans la conscience, nous avons aussi la conscience professionnelle. Certains appellent ça la morale professionnelle. C'est-à-dire être intérieurement grondé par un esprit intérieur qui est en vous, qui vous conduit à faire bien votre travail, convenablement à votre conscience. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'agissent que lorsqu'il y a une menace qui est là. Les gens qui ne font que du bon boulot lorsqu'ils voient qu'il y a une sanction qui est là lorsqu'on ne fait pas bien.
Je ne sais pas si on se voit. Ça, ce n'est plus la morale professionnelle. La morale professionnelle met l'individu pas devant les faits accomplis, mais met l'individu dans une posture dans laquelle il agit dans le bon sens, en dehors de toute autre sanction, en dehors de toute autre pression sociale et morale, même professionnelle. Maintenant, le troisième principe, c'est la pertinence. La pertinence, la cohérence dans les actions, dans les prises de position. Et le 4, c'est la transparence. Quelqu'un qui parle de la transparence ne doit pas être animé par un sentiment de corruption, mais de favoritisme. Le bien commun. Le bien commun ici se manifeste de manière bilatérale. Pourquoi? Quand vous êtes dans un secteur professionnel, dans un domaine professionnel, et que vous agissez pour le bien commun de tout un chacun, c'est là où l'éthique intervient. Il ne faut pas agir en fonction de votre propre gré, mais suivant votre propre orientation, donc en fonction du bien commun. Ensuite, les 5 principes de l'éthique professionnelle. S'il y a des questions, on peut, dans le cas échéant, on compte. Maintenant, l'éthique au travail. Quelle est la différence entre le travail et la profession? Professeur, Oui. la question que je voulais poser Oui. par rapport à la conscience et le libre arbitre, il y a une différence. Oui. Okay. Il y a une différence. Le libre arbitre, c'est lorsque la personne se sent, c'est-à-dire en dehors de tous les faits et qu'il agit. Le libre arbitre ne fait pas forcément appel à la bonne méthode. C'est comme un libre penseur. Il n'est pas obligé de penser comme vous voulez. Alors que dans la morale professionnelle, la personne agit dans le cadre professionnel, mais avec une morale bien définie. Par exemple, quelqu'un qui vient chaque jour à l'heure, il a une morale professionnelle? On se suit? Oui. Voilà, quelqu'un qui vient chaque jour à l'heure, qui ne chôme pas, qui est tout le temps ponctuel. Oui. C'est un critère de la morale professionnelle. Quelqu'un qui respecte sa hiérarchie, c'est un critère de la morale professionnelle. Quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui est communicatif sur le plan professionnel, ça fait partie de la morale professionnelle. Oui. C'est ça. Okay. Quelqu'un qui ne fait même pas la corruption, ça fait partie de la morale professionnelle. C'est ça. D'accord, merci bien. Donc maintenant, quelle est la différence entre le travail et la profession? La différence est nette. Il y a une dichotomie totale entre le travail et la profession. Vous dites le travail et quoi? Et la profession. Oh, ok. Ah. Bon. Le travail, je vais essayer. Oui, oui. Le travail, on peut trouver que c'est comme une tâche qu'on nous confie et qu'on exécute pour tel ou tel motif. Mais la profession fait appel plutôt à une notion plus large, c'est-à-dire il y a une notion d'appartenance d'un groupe de personnes, voilà, et qui sont obligés de marcher avec des règles. Ouais, Ouais. la deuxième définition est plus bonne que la première. Ok. J'avais divagué dans la définition du travail. Oui, oui, Pour effectivement. la profession, quand même, elle est bien répondue. Oui, oui. Merci.
Une récompense. Et la provision, on n'entend rien. Voilà. Bon, chacun a défini d'une manière et d'une autre. Le travail est général, tout le monde travaille. Le travail est général. Chacun travaille à sa manière. Mais si c'est du bon travail, c'est ça le problème. Voilà, ça c'est vrai. Là, tout le monde travaille. Un bûcheron travaille, un cultivateur travaille, mais il n'est pas professionnel. La profession est l'œuvre des spécialistes. C'est pourquoi quand vous êtes dans les domaines, dans certains domaines, si vous agissez d'une autre manière, les gens vont dire que ce n'est pas professionnel. C'est pas vrai? Ça veut dire que vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez pas agi en tant que spécialiste. Oui. C'est ce que ça veut dire. La profession est réservée aux spécialistes. C'est purement prétorien. Est-ce que je dis? Voilà. Maintenant, nous avons les trois volets du travail. 1, par rapport à soi. 2, par rapport aux autres. 3, par rapport à l'entreprise. Par rapport à soi, c'est la pression que l'être humain exerce sur lui-même pour bien exercer le travail. Par rapport aux autres, ça dépend de la relation interprofessionnelle. Parce que le rayonnement d'une structure passe forcément par une relation professionnelle pas étroite, mais bien pacifique. Et par rapport à l'entreprise. Ne soyez pas étonnés quand vous verrez par exemple une structure, ou bien plusieurs structures qui sont contiguës, qui ont à peu près le même nombre, bien, le même effectif, qui œuvrent dans la même structure, qui font les mêmes prestations, mais une structure est plus fréquentée que l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a même pas de doute. On n'a même pas cherché de midi à 14h. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ne sont pas fous pour aller faire le devant une telle structure, pendant qu'à 100 mètres ou bien à 20 mètres de la même structure, tu as une autre structure qui fait les mêmes prestations et que là-bas, c'est vide. Oui, qu'il y a moins de que là-bas. Voilà. C'est ça. Maintenant, nous avons une démarche éthique en situation de travail. 1, nous avons le contexte professionnel. 2, le questionnement éthique des actions. 3, enjeux opérationnels directs. 4, finalité poursuivie. Dans l'éthique, tout ce qui se passe dans un contexte. Le contexte peut être social, ça peut être social. Et dans ça, on dit que l'éthique même est une science de la morale, mais qui se pose des questions chaque fois par rapport aux actions. Et 3, les enjeux directs. En prenant telle ou telle posture, quels sont les enjeux qui peuvent en découler? La finalité, est-ce que le but sera atteint? Voilà. Donc, au milieu, nous avons juste 2 éléments. Rapport à soi, la pression que l'être humain s'exerce sur lui-même et conforter son estime en soi. C'est pourquoi il y a des gens qui prennent des décisions dans le cadre professionnel. Ils sont fiers de les prendre, quand bien même qu'elles sont souvent des décisions impopulaires. On n'a pas fait ces genres de démarches-là. Eh oui. C'est-à-dire, ils sont dans cette posture un peu entre griffes, radicale. Tout le monde est contre la décision. Dans cette décision. C'est aussi un sentiment d'estime. Nous avons les actions professionnelles. Les actions professionnelles se manifestent avec les rapports avec l'autrui. L'autrui professionnel, pas l'autrui qui est en dehors de la structure, mais l'autrui personnel. Alors, entre médecin, aide-soignant, médecin, infirmier d'État. Donner de la confiance aux autres. Dans ça, on a besoin d'épauler les autres.
Parce qu'il y a des gens aussi qui sont avec vous, qui travaillent avec vous, mais ils sont complexés. Pas qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont complexés. Ces derniers aussi ont besoin de votre aide. Pas question qu'ils ne connaissent pas, pas question qu'ils ne sont pas bons, mais c'est les gens qui sont complexés. Soit vous voulez vous poser des bonnes questions, elles ont les bonnes réponses, mais elles ne répondent pas, elles préfèrent se taire. Voilà. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Parce qu'en les aidant, c'est un plus pour la structure, mais pas pour vous, mais c'est un plus pour la structure. Par exemple, s'il y a un cas qui vient chaque fois, vous êtes obligé d'appeler une autre personne qui est là, quand bien même qu'il y a la personne qui est à côté de vous, mais la personne peut le faire, mais elle est complexée. C'est-à-dire qu'elle ne montre pas qu'elle peut faire. Est-ce que oui? Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Nous avons le développement personnel et collectif. Le développement personnel, dans ça, vous avez la confiance en soi, la maîtrise en soi, de soi, pardon. Voilà, le professionnalisme, le tact. Et en bas, nous avons un rapport à l'entreprise et produire du sens. Produire du sens, ça veut dire quoi? Produire du sens, c'est lorsque les actions humaines sont guidées par le bon sens. Parce que souvent, vous faites des choses, mais le bon sens veut que vous fassiez le contraire. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, les manquements à l'éthique, c'est-à-dire les freins à l'éthique. Nous avons le harcèlement psychologique, discriminatoire et sexuel. Ça, c'est des choses qui sont considérées comme des manquements à l'éthique. Le harcèlement, un chef qui harcèle tout le temps, c'est subalterne, n'est pas un bon chef. Parce que tu crées un sentiment de psychose au sein de la structure. Ce n'est pas un camp militaire. Oui, oui, mais bien sûr. Quand vous voyez les colonels en train de venir, chacun fuit, chacun se met en garde-à-vous là. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Et dans le harcèlement, nous avons le harcèlement psychologique. Lorsque la personne, par exemple, à travers ses mots, à travers ses verbes, il harcèle les gens. Il peut dire, par exemple, si vous le faites, bon, maintenant, chaque jour, il crée des pressions sur lui. Chaque jour, il crée des pressions sur lui. Au point que, quand tu quittes le service, tu es à l'aise. Mais avant que tu ne viennes, tu es dans ta voiture en train de venir, tu commences à te paniquer. Parce que tu es harcelé. Ça, c'est devenu psychologique. Voilà. Et par fini, ça va créer la haine. Soit vous cherchez à quitter, soit vous cherchez à faire. Et vous avez aussi le caractère discriminatoire. Le caractère discriminatoire, c'est aussi une forme de favoritisme. Certaines personnes préfèrent favoriser d'autres personnes par rapport à d'autres personnes. Dans ça, les excellents peuvent se retrouver à l'écart. Oui, oui, parce que c'est de la discrimination. Et dans la discrimination, vous avez plusieurs autres types de formes. Dans ça, vous avez la discrimination sexiste, où c'est plutôt tel sexe qui sont favorisés par rapport à d'autres sexes. Vous avez la discrimination à caractère racial. On peut favoriser les blancs et défavoriser les marginalisés, par contre, les noirs. Vous avez les discriminations à caractère ethnique, culturel. On est Peul, on favorise les Peuls. Vous avez aussi les discriminations à caractère régionaliste ou sectariste. Nous sommes tous de la région de Caille. Alors, les gens de Caille, on les favorise, les autres, là, c'est le problème. Et nous avons aussi l'harcèlement sexuel. Lorsque le chef ou bien un cadre professionnel a des penchants sexuels envers telle ou telle personne, alors il préfère harceler la personne et la personne se sent maintenant entre les griffes. Soit la personne accepte,
alors soit ses pouces sont cassés. Ça, c'est des manquements à l'éthique. Ça peut généralement intervenir entre les chefs et les subalternes, entre un boss et sa secrétaire, entre un médecin-chef et un infirmier d'État, entre un ministre et sa secrétaire particulière, voilà, ainsi de suite. Nous avons abus de confiance. L'abus de confiance, pas de confiance, de pouvoir. L'abus de pouvoir peut se manifester en plusieurs étapes et en plusieurs façons. Une personne qui met en exergue son pouvoir pour abuser aux autres et vous ne savez pas où aller vous plaindre. C'est moi le chef. Si je parle, c'est comme si Dieu qui a parlé. Je suis le Dieu sur terre. Donc, il fait ce qu'il veut, il abuse de vos pouvoirs. C'est des manquements à l'éthique. Nous avons l'indiscrétion. L'indiscrétion est le contraire du secret professionnel. Un agent qui est indiscret n'est pas un bon agent. Il vient, il fait les tests des gens, l'analyse des gens, après, il dit ça aux gens. Vous ne savez pas, telle personne il a telle maladie, il a ceci. L'indiscrétion. Nous avons manque de solidarité. Manque de solidarité, c'est lorsque une personne refuse d'apporter assistance, une personne, c'est-à-dire à un de ses collègues, quand bien même qu'il est en mesure de le faire, mais il refuse. Ouais. Je pourrais que vous êtes deux médecins à faire la garde, et le reste, ce sont des infirmiers d'État, juste des infirmiers. Un exemple, quoi. Il y a des cas qui viennent où seulement vous avez besoin de certaines personnes. Au regard de la gravité de la situation. La personne que vous avez dit que non, ils sont venus chez ça, non? Ils ne sont pas venus chez moi, je ne suis pas obligé de dire, il faut faire ce que je veux. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas professionnel. Professeur? Oui. Voilà un exemple, on dit que les agents de santé ne sont pas solidaires entre eux, quoi. Voilà. Et lors des grèves comme ça, certains partent dans les privés. Ouais. Maintenant, nous avons abus du temps et des biens de l'employeur. Il y a des gens qui abusent le temps inutilement. Ah oui. On vient au service pour travailler, mais ils s'occupent d'autres choses jusqu'à l'heure de la naissance. C'est aussi un manque à l'éthique. Oui. Nous avons aussi abus des biens de l'employeur. Oui. Il y a des gens qui font ça, des responsables qui font ça. Hey, donne-moi ta moto là, je vais commissionner quelqu'un. Chaque fois, ils ne vous mettent pas de carburant rien. Tu ne veux pas le demander parce que c'est lui le chef. Et intérieurement, tu es fâché, tu es frustré. Un jour, qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, là, je vais mettre seulement 500 francs de carburant dans ma moto. Il va prêter, ça va le limiter là-bas. Il est obligé de mettre du carburant. Ça veut dire que ça fait. Voilà. À chaque fois, il prend votre téléphone. Donne-moi, je vais appeler quelqu'un là. Il ne sait pas combien de crédit, combien de unités. Ça me rappelle du cas d'un ami qui accompagnait chaque fois un de ses amis aussi en ville. Chaque fois, lui, il le conduisait, chaque fois. Un jour, lui aussi, il était tellement frustré que le monsieur ne met jamais de carburant. Or, il a les moyens. Lui, sa voiture, on l'utilise et c'est lui qui conduit. Mais le monsieur ne met pas de carburant. Chaque jour, il vient le prendre. Et il va en ville. Un jour, lui aussi, il était fâché. C'est comme ça qu'il m'a dit, il a pris la voiture. Ils sont entrés. Directement, il a conduit la voiture devant la station. Directement dans la station. Bon, aujourd'hui, là, c'est toi qui mets du carburant. Moi, je ne suis pas un guichet automatique. C'est toi qui mets du carburant. Ce sont tes courses. Ça veut dire que ça fait. Donc, ensuite, nous avons la corruption. La corruption, c'est aussi un manquement à l'éthique.
Tout le monde sait que la corruption est un manquement à l'éthique. Mais avec tout ça, il y a la corruption. C'est un manquement à l'éthique. Dans tous les domaines. Puis dans tous les corps, dans toutes les corporations, la corruption est importante. Prenez n'importe quel corps, on vous parle de ça. Il n'y a pas un service. Donc, ça, c'est la fin de... Bon, l'autre jour, on a parlé, on dit que la corruption ne se justifie pas. Non, il n'y a pas de justification pour la corruption. C'est mauvais, c'est tout. Ah. Depuis? Bon, que ce soit un régime qui a fait ça, un régime, en tout cas, la corruption, ce n'est pas seulement dans le secteur public. Ce n'est pas seulement dans les administrations. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais venir. Les gens pensent que la corruption existe seulement dans les structures administratives. Ce n'est pas cela. Tu amènes ta voiture chez un mécanicien, tu lui dis de mettre ça, il va mettre le contraire. C'est de la corruption. Mais lui, il n'est pas dans l'administration. Oui, professeur. Un petit, tu le dis, bien, bon petit, va dans cette boutique, paie-moi ça. Si c'est 100 francs, il va dire que c'est 150 francs. Tu lui donnes 200 francs. Il me dit, mais moi, je paye ça, il dit, on est à 150 francs. C'est de la corruption. Oui. La corruption, c'est tout acte indu que tu prends, de manière illégale. Ouais. C'est de l'indu. Parce que ce que tu prends, tu ne devrais pas le prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas au grand marché, on te vend deuxième, on dit que c'est primé, on jure que c'est primé. Mais bien sûr, les vendeurs de bazin, ils font ça. J'ai pas compris? C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, ne pensez pas que la corruption, c'est seulement au niveau administratif. Non. La corruption, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Chacun crie tout le temps pour dire que telle personne est corrompue, mais il n'est pas corrompu. La corruption ne tombe pas du ciel. Ça vient entre, ça se passe tout le temps entre deux personnes. Mais c'est ça. Celui qui propose est plus corrompu que celui qui reçoit. Mais bien sûr, la première personne à avoir l'idée de la corruption est le plus corrompu. Et toi, tu n'es pas venu, on ne va pas penser à ça. Mais le fait que toi, tu viens, tu proposes, c'est toi, la première. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ouais, bon, je suis d'accord avec vous, mais vraiment, ces propositions, si vous dites que la personne qui propose là est plus corrompue que la personne qui reçoit, mais en général, dans les services, par exemple, bien avant que toi tu viennes, tu sais très bien que si tu ne fais pas ça, ton problème, on ne résout pas. Bon, c'est ça le problème aussi. Non, parce que toi, si tu veux passer par la voie légale, peut-être qu'ils vont te traîner jusqu'à ce que toi, tu seras fatigué, tu n'auras pas ce que tu veux. Alors que toi, tu as besoin, même si toi, tu ne veux pas, c'est les conditions qui vont te permettre maintenant de le faire pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est pourquoi quelqu'un a parlé de système. Bon, je suis d'accord, vous avez dit que ça dans même les structures privées, je suis d'accord. Mais voilà les conditions qui mènent les gens à le faire, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un moyen sur le plan éthique même pour lutter contre ça? Mais il y a un moyen parce que dans la mesure où chaque fois on fait la promotion du système anti-corruption, c'est normal. Parce que, vous savez, la corruption, là, ce n'est pas seulement dans tous les pays, il y a la corruption. Mais seulement la corruption se manifeste dans un pays sous une autre forme qu'au Mali ici. Même en France, il y a la corruption. Aux États-Unis, en France, il y a la corruption. Mais chez nous, la corruption est d'abord sociale. Oui, elle est sociale et elle est même presque institutionnalisée. Oui, elle est presque érigée en système. Quelque chose qui est là, tout le monde sait que c'est illégal.
Toi, tu le sais, moi, je le sais, mais on le fait. C'est À ciel ouvert. J'ai pas compris? C'est à ciel ouvert. Voilà, c'est à ciel ouvert. Voilà. Donc, en fait, il y a toutes les formes, hein, la forme active et la forme passive chez nous. Voilà. Oui, oui. C'est ça. Donc, il faut que tout le monde comprenne ça. C'est ça. Donc, nous avons maintenant l'éthique en santé. Ça, c'est le cours de l'éthique en santé même de l'Université de Nancy. C'est des parties que j'avais expliquées dans le module précédent. Voilà, donc on va sauter certaines diapos. Et on a expliqué tout ça dans l'autre module. Professeur, il faut repartager votre écran. Ah, ok. Oui. Ah, je vois. C'est bon? Oui, c'est bon, professeur. Merci. Donc, voilà, nous avons l'éthique du vivant. Dans le vivant, ce n'est pas seulement les êtres humains, nous avons aussi les animaux qui sont là. Donc, nous avons la bioéthique, essentiellement collective, concerne l'être humain. Principale thématique, les greffes, les transplantations, le clonage, génétique, procréation, bien-être, bien mourir. Ça, ce sont les grands axes que la bioéthique a traités, que nous allons voir, c'est-à-dire dans un autre module qu'on appelle le clonage. Nous avons un module de presque 60 diapos qui va expliquer ça un à un. Donc, nous avons les greffes, les transplantations, le clonage. Génétique, procréation, bien-être, bien mourir. Bien mourir, on fait allusion à quoi ici? Quand on dit, par exemple, bien... Hein? On n'a pas entendu la réponse là. L'euthanasie. Ah, oui. Quand vous entendez bien mourir en bioéthique, ça veut dire l'euthanasie. Ça fait directement allusion à l'euthanasie. Donc, principale question, pouvoir, vouloir. Comité consultatif national d'éthique, qui a été créé en 1983 en France, au Mali aussi,
il y en a maintenant. Donc, ce conseil consultatif émet des avis. Comme son nom indique, c'est un conseil consultatif. On le consulte pour des cas de recherche, par exemple, dans le domaine de la biomédecine, dans le domaine de la médecine, voilà, dans les recherches, et dans le cadre de l'élaboration de toutes les chartes relatives à la santé ou à la médecine. Nous avons éthique du soin. Dans le vivant toujours, nous avons éthique du soin, relations soignant-malade, éthique médicale, relation médecin-malade. Quelle est la différence entre l'éthique du soin et l'éthique médicale? La même chose. Qui d'autre a une autre réponse? L'éthique du soin et l'éthique médicale. Hein? Bonsoir, professeur. Aux actes, C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a une différence entre les deux. L'éthique du soin, c'est généralement les actes. C'est-à-dire tous les actes qui concourent, oui, aux soins. Et l'éthique médicale, c'est uniquement dans le domaine, c'est-à-dire de la relation qui existe entre le patient et le prestataire. Et nous avons aussi l'éthique clinique. OK. Nous avons aussi l'éthique clinique. Éthique pratique au chevet du patient. Si la définition elle est très claire, c'est l'éthique pratique au chevet du patient. Vous voyez en bas l'image. C'est une interaction. Dans l'éthique du soin, nous avons 4. Prise en charge du patient. 1. Objectif bon, bien, juste. 3. Grand principe, où on a parlé de principlisme dans l'autre module, où vous avez les 7 éléments qui concourent à ça, où vous avez parlé du respect de la vie humaine, respect de la dignité humaine, respect de l'autonomie, libre choix, respect de la personne et de son intimité, devoir d'information, obligation de justice, soin, devoir de bienfaisance, non-malfaisance. Donc, dans l'éthique du soin, nous avons d'abord la prise en charge du patient. Tout ce qui concerne la prise en charge du patient fait partie aussi de l'éthique du soin, qui a pour objectif de vivre le bien. On a expliqué ici la différence entre le bon et le bien. Le code de Nuremberg. On a entendu parler de ça, non? Nous allons voir ça en bioéthique. Ça fait l'objet de notre module. Les principales dimensions de l'éthique du soin. Nous avons relation patient, personnel soignant. Les relations qui se passent entre le patient et le prestataire et la personne qui soigne. Consentement aux soins libres et éclairés. Dans notre module, nous avons parlé du consentement du patient. Est-ce que le patient est réellement consentant? Ce que vous allez lui prescrire, ce que vous allez lui proposer. Nous avons information a priori et a posteriori. Information a priori, c'est lorsque vous voyez, vous mettez dans une posture à expliquer, par exemple, les effets secondaires, par exemple, les produits que vous allez prescrire à la personne. Voilà.
Parce que souvent, si vous ne dites pas ça là, et que la personne prend et que la nuit ne dort pas, il a la diarrhée, la mère est chère. Tu m'as pas dit ça. J'ai passé une nuit blanche. Ça veut dire ce que ça fait. Donc, directement, là, le patient, il voit que vous n'avez pas été à la hauteur. C'est l'information à plus. Bon, je vais vous faire ça. Je vais vous prescrire ça, mais attention. Chez d'autres, ça peut faire ça. Ça peut provoquer ça chez d'autres. Des vomissements, chez d'autres, de l'insomnie, chez d'autres, des courbatures, voilà. Chez d'autres, des fièvres, des douleurs, voilà. Maintenant, l'information a posteriori. Ça, c'est lorsque vous pensez que le soin, le traitement arrive à échéance et que le patient a besoin, par exemple, soit d'un suivi après. Dans ce cas, vous donnez les informations que la personne peut fixer notre rendez-vous. Comme notre traitement est arrivé à échéance, je vous donne un rendez-vous dans 2 semaines, dans 3 semaines. Donc, ce jour-là, soyez là. Donc, peut-être que si le patient vient après, vous pouvez poser des questions et demander au patient, bon, pendant ces 15 jours-là, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, il va vous donner des informations qui vont encore vous édifier davantage sur le processus. Nous avons le secret médical. C'est la confidentialité ici. Ça, là, c'est très léger. C'est vrai. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé. Même dans l'administration publique, c'est pareil. Vous voyez tout le temps les dossiers de la présidence sur les réseaux sociaux, non? C'est ça. Dans toutes les structures, le secret professionnel est de rigueur. Mais les gens n'appliquent pas. Pour plusieurs raisons. Voilà. Oui. Est-ce que discuter des secrets avec des collègues sans que la personne ne soit identifiée? C'est ça que j'allais dire. On veut divancer. C'est ça. J'allais même dire. C'est ça même. Vous pouvez parler de ces secrets-là, mais c'est-à-dire en cachant la personne. Voilà. Je peux dire que moi, j'ai l'habitude de rencontrer un patient, j'ai l'habitude d'avoir un cas où il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Si tu dis ça, là, le monde n'est pas où la personne là, sauf s'il fait de la géomancie, on ne pourra pas savoir ce qui va là. Donc ça, c'est bon. Mais quand vous indexez le patient, oui, la personne dit que c'est ce que celui-là, là, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Ce n'est plus de la confidentialité. Voilà. Vous savez, auparavant, quand les gens du centre de l'éveil partaient pour le dépistage, là, à l'époque, les gens avaient tellement peur du sida, du VIH. Moi, si vous voyez des filles qui étaient séropositives, pour eux, c'est du bien. Pour eux, dans leur mentalité, là, quand ils disent ça aux gens, c'est pour que les gens puissent faire attention. Et c'est pour dire alors que c'était le contraire. Voilà. Hop! Voilà. Bon, comme il y avait des anciens qui se sont expliqués, et on est resté comme ça. Maintenant, la quantitative des médecins, ça veut dire un médecin responsable. Mais moi, je pense que ça, c'est ça, comme c'est très simple. Une personne qui dit qu'elle va contaminer les autres, il faut la laisser avec sa conscience. Toi, c'est ça que je dis. Toi, tu es tenu par le secret personnel. Ça, c'est son problème. C'est à elle de... Voilà. Si elle dit qu'elle va faire, c'est son problème. Votre devoir, c'est de garder secret. Et si, par hasard, vous dites aux gens et que la personne
entendu ça dans la rue, mais dans la ville, mais dans un grève. Je peux porter plainte contre vous. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Professeur, Oui. on dit même après la mort, le secret médical doit être... Ça aussi, c'est bon. Oui, ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Voilà. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Nous avons empathie, compréhension, voire partage de l'état émotionnel d'autrui. Vous avez vu, on parle de l'émotion aussi. L'empathie, voilà. Un choix libre du médecin. Souvent, vous savez, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des patients qui ont des idées préconçues avant de venir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils ont une idée préconçue. Dans leur tête, ils vont chez un médecin qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils connaissent quoi. Mais ce n'est pas, par exemple, le médecin du jour. Je ne sais pas si vous voyez. Ces gens-là, il faut les laisser. Il faut les laisser. Il leur donne le libre choix. S'il parle là et que le monsieur dit que moi, je ne travaille pas aujourd'hui, il n'a qu'à que le mec est là. S'il est à mesure d'attendre, il va attendre le mec, c'est son problème. Mais il ne faut pas forcer à la personne, il ne faut pas forcer la personne de dire que non, c'est moi qui suis aujourd'hui. Donc, c'est moi qui fais les visites. Vous êtes obligé de passer par moi. Non, 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 ça c'est une obligation. Même si vous soignez cette personne-là, elle ne sera pas guérie. Jamais. Tout produit que vous allez prescrire là. Non, ça sera le contraire. Et après, il va venir vous dire que je vous ai dit, ça, tu ne connais rien. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais bien sûr, c'est les gens qui sont venus psychologiquement préparés pour venir voir tel médecin, tel agent. Donc, si toi, tu le forces à venir, tu seras sur une fausse piste, sinon glissante. C'est ce que ça veut dire. Nous avons la dignité humaine. La dignité en éthique, ça veut dire quoi? Pas la dignité que vous connaissez. Tout le monde est digne, c'est pas ça. Pas de dignité. La dignité humaine. Bon, bonsoir. Oui. Bon, moi, je crois qu'il s'agit du respect de l'être humain même dans sa globalité. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. La dignité humaine ici, elle est plutôt spirituelle. Spirituelle. Ici, on parle, c'est-à-dire on analyse la dignité humaine sous l'angle spirituel. Pourquoi? On dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est parce que tu es noir, c'est parce que tu es beau, c'est parce que tu es vilain, que tu ne mérites pas du respect, que tu ne mérites pas d'être traité comme un être humain. Est-ce qu'on te voit? C'est comme un miroir. Tous les êtres humains sont comme un miroir. Quand vous prenez le miroir, vous regardez, vous voyez directement votre image. C'est ce qui fait cette même image que vous devez voir chez l'autre personne. C'est ça la dignité humaine. C'est le dénominateur commun de tout être humain. C'est pourquoi souvent on dit porter atteinte à la dignité humaine de telle personne. Vous n'avez pas entendu ça? Voilà. Ça veut dire que vous l'avez réduit à un être infra-humain. Voilà. Quand vous déshabillez quelqu'un, par exemple, de force au marché, mais bien sûr, vous avez porté atteinte à sa dignité. Ça veut dire que vous l'avez réduit à une dimension infra-humaine. C'est ce que ça veut dire.
Tu as vu, quelque chose qui est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. Le fait qu'on soit humain seulement, on a une dignité. Ce n'est pas question qu'on est esclave, hein, qu'on est homme de caste, qu'on est guerrier, ce n'est pas ça. Non. La dignité, le fait d'être un homme, un être humain, homme avec grand H, on est digne. C'est pourquoi nous allons voir dans le clonage la notion de filiation, par exemple, où on parle de dignité humaine. La dignité humaine, ici, sous l'angle juridique, par exemple, c'est-à-dire sous l'angle des droits humains. Donc, dans ça, nous avons la dignité humaine individuelle. Tout être humain a droit à la vie. Vous avez vu? C'est non seulement un être humain, on ne parle pas de femme, on ne parle pas d'homme, on ne parle pas d'enfant, on ne parle pas d'albinos, on ne parle pas de touareg, mais on parle d'homme. Et si on se voit, c'est ça, parce que l'être humain a droit à la vie. Quand vous le tuez, par exemple, on dit que vous avez aussi porté atteinte à son droit à la vie. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est individuel. Donc selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, égale dignité de toute vie humaine. Respect inconditionnel, quel que soit l'âge, voilà ce que j'ai dit, le sexe, la santé physique, mentale, religion, conditions sociales, l'origine ethnique. Il n'y a pas une conditionnalité selon laquelle on dit que si tu es Touareg, tu n'es pas digne. Non, non. Mais si tu es une femme, tu n'es pas digne. Tout être humain est digne. C'est ce que ça veut dire. C'est un droit intransmissible et inaccessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cesser d'être un être humain. On ne peut pas cesser. Même si tu es fou, là, tu es un humain. Voilà. C'est pourquoi, quand les chercheurs de la biomédecine ont commencé à faire, par exemple, les transplantations, les greffages, ils ont commencé d'abord avec les fous. Et ceux qui ont fait ça après, on les a jugés. Nous allons voir ça en bioéthique aussi. C'est pourquoi on parle de dignité. L'être humain a beau être fou, il demeure un être humain. Il demeure digne. Voilà. On ne doit pas l'utiliser comme sous forme de cobaye. Voilà. Donc, c'est subjectif, c'est propre à chaque individu. La vie et la fin de la vie. Fonction de douleur, handicap, déchéance physique, intellectuelle, dépendance, perte d'autonomie, désérection, environnement familial et social. État et dignité individuelle, fin de vie, suicide médicalement assisté, euthanasie active. Donc, ici, on parle de dignité humaine. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont pensé à l'époque que quand vous verrez vraiment des malades ou des patients qui souffrent vraiment des douleurs atroces et que ces patients sont vraiment condamnés à mourir, alors il faut les achever. Et oui, nous allons voir ça en euthanasie, passive active et en suicide assisté. Donc, beaucoup de gens sont passés ainsi. Mais la bioéthique va dire non, non, non. Nous allons voir tout ça, bien sûr, les pays qui ont légalisé. Dans ça, la légalisation est due au fait que, par exemple, le patient peut dire, il faut que le patient soit consentant. Parce que dans la plupart des cas, ceux qui demandent l'euthanasie souffrent d'une douleur atroce. Peut-être ils sont aussi conscients de leur condamnation. C'est-à-dire ils savent déjà qu'ils sont condamnés à mourir. Et troisièmement, le moment où
ils sont un peu lucides. Donc, ils peuvent dire, ou bien écrire, ou bien signer, par exemple, un document. Ils peuvent dire au médecin vraiment. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans certains pays, c'est dans beaucoup de pays, c'est interdit. La relation asymétrique, relation soignant-soigné. Allô, professeur? Oui, oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, j'aimerais bien poser une question par rapport à l'euthanasie. Est-ce que la personne qui accepte d'être euthanasiée, est-ce que ce n'est pas du suicide? Il y a un module même sur ça. Là, selon la bioéthique, c'est de la suicide. Vous me recevez? Oui, oui. Voilà. Il y a un module sur ça même, l'euthanasie. D'accord. La bioéthique est farouchement contre ça. Ok. Oui. Ça met terme à une vie. Tout à fait. Voilà. Une vie doit être protégée jusqu'au dernier souffle. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne meurt que lorsqu'on ne peut impunément. C'est-à-dire la mort, là, c'est comme la solution finale, ultime. Lorsqu'on ne peut impunément, on doit mourir. On ne va pas mourir comme ça. Voilà. Merci, professeur. Donc, professeur, oui. Vous avez utilisé suicide médicalement assisté et puis euthanasie. Quelle est la différence? Il y a une différence. Nous allons voir ça. Ok. Mais... Il y a des patients aussi qui se suicident sans le concours du médecin. Par exemple, quelqu'un qui est par exemple, sous des machines respiratoires. Oui. Assistance respiratoire, par exemple. Moi, je ne suis pas médecin. Non, je ne suis pas médecin. Donc, cette personne, à l'insu, à l'absence du médecin, il peut enlever l'appareil. Oui. Parce qu'il veut mourir. Ok. Vous avez vu, ça, ce n'est plus la suicide assistée quand même. Non. Voilà. Alors, si le médecin intervient avec des produits pour achever le patient, alors ça devient assisté parce que le médecin a, c'est-à-dire il a accéléré voilà, la mort du patient. Ok. C'est suivi? Oui. Donc, nous allons voir ça dans l'autre module là. Donc, la relation soignant-soigné. Compétences complémentaires. Nous avons le savoir-faire et le faire savoir. Ici, c'est sous forme de démarche pédagogique. C'est-à-dire, tous les médecins doivent avoir d'abord le savoir, parce que le savoir est le préliminaire. C'est dans le préliminaire que l'agir se définit. Est-ce qu'on se suit? Voilà. C'est le savoir que vous recevez soit dans une école de formation, soit dans une université. Et à la suite de cela, on confère une habilitation qui est un diplôme qui vous donne le statut d'exercer le métier de la santé. Ça, c'est le savoir. Maintenant, nous avons le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est le tact, les stratégies que l'agent utilise dans le cadre de son service pour atteindre le but final. Puisque le but final de la santé, selon l'éthique, c'est réduire le mal, la souffrance. Maintenant, nous avons le faire savoir. Le faire savoir, c'est la connaissance que l'intéressé a eu. Comment léguer ça à quelqu'un.
Par exemple, un médecin qui a à côté de lui plusieurs internes, ce n'est pas seulement son savoir-faire qui intéresse aussi les internes, mais aussi c'est son savoir, c'est son faire savoir qui va les intéresser. Quelqu'un qui a sa thèse, par exemple, dans votre structure, il est chez vous chaque jour. Tous les cas que vous avez par jour, il note ça, il prend note, il est content. Mais tant qu'il n'a pas le faire savoir avec vous, ça n'a pas de sens. Ça, c'est une démarche purement pédagogique que la personne peut transmettre à un interne. Nous avons l'interaction complexe. L'interaction complexe, c'est lorsqu'il y a plusieurs problèmes et on doit choisir une seule solution. Il y a plusieurs problèmes qui sont là, mais on est tenu de choisir une seule solution pour aboutir à ça. Pourvu que ce soit seulement la bonne solution. Souvent, l'agent crève. Face à des situations, vous créez. Personne ne vous dit d'agir comme ça, mais vous créez. Je ne sais pas si on se voit. C'est comme si vous partez, par exemple, chez un mécanicien, il voit qu'il y a des pannes par-ci, par-là. Lui-même, il crée. Voilà. Dans la médecine aussi, ça arrive. Il y a des choses qui sont là. Non, c'est différent d'improviser. Improviser, c'est comme d'aléatoire. Après, il faut se bon, quoi. Improviser, tu peux rater. Mais ici, on a besoin d'une solution plus ou moins rationnelle que l'on peut expliquer face aux enjeux. C'est pas improvisé. Oui, celui qui est dans l'improvisation, c'est vrai. Mais dans ce cas espèce, on sollicite le concours de l'intelligence de la personne. Souvent, il y a des cas qui viennent où vous avez le choix, le patient va mourir. Dans le sens, c'est le bon sens qui va vous guider à agir ainsi. Voilà. Oui, improviser, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal en soi. Madame, l'autre jour, je pense que c'est pas Kassambara qui avait parlé de son cas. Oui, il y a une alternative. Voilà. Nous avons l'éthique clinique. Donc, l'éthique clinique a vraiment critiqué la bioéthique sur le plan de la doctrine. Parce que les grands chercheurs comme Mark Ziegler, qui est un brillant professeur en immunologie au niveau de l'Université de Chicago, il a écrit tellement de livres. Donc, il a parlé il a beaucoup critiqué la bioéthique. Parce que selon lui, il pense que la bioéthique concerne, c'est-à-dire l'évolution législative, normative, ça prend en compte les facteurs sociologiques, les facteurs religieux, voilà. Et que c'est purement de la philosophie. Et que la médecine n'a pas besoin de ça. C'est plutôt un frein à la médecine. Effectivement, beaucoup de grands scientifiques à l'époque ont pensé, ainsi que nous allons voir dans le domaine même du clonage. Parce que tout ça, ça fait partie du clonage. Mais si, ça va limiter. Par exemple, regardez, les scientifiques comme Colbert, ils pensent par exemple, que les gravataires, les enfants qui naissent, par exemple, qui sont en déficience, par exemple, en état de déficience, voilà, on doit les éliminer. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas de vie
Parce que c'est des gens, ce sont des personnes qui seront dans, c'est-à-dire des problèmes pour la société. Ils sont improductifs sur le plan social. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est pourquoi ils ont tellement critiqué la bioéthique que... Par exemple, je prends un cas, l'avortement. Souvent, par exemple, il y a souvent des pathologies. Par exemple, quand on fait du coup, deuxième trimestre, on voit des enfants avec une pathologie. Des malformations congénitales. Si. Des malformations congénitales graves. Si. Voilà. La bioéthique n'est pas contre ça, mais la bioéthique est contre lorsque, par exemple, le bébé est né. Donc, avant la naissance, s'il y a des indices qui prouvent qu'il y a une malformation congénitale, on peut procéder à l'avortement. Et on peut faire l'avortement lorsque la vie de la maman est en danger. Ce sont ces deux cas-là. Lorsqu'il y a des études que la vie de la maman est en danger, hein, lorsqu'il y a des indices aussi que le fœtus a des indices, ou des éléments qui prouvent à suffisance que l'enfant là sera Dieu. Voilà. Donc, dans ce cas, on peut procéder à l'avortement. Donc là, la autorise. Voilà. Mais dans l'autre cas, l'avortement provoqué, l'avortement spontané. L'avortement spontané même n'est même pas traité par la bioéthique, puisque ce n'est même pas considéré comme un avortement. La bioéthique ne considère pas l'avortement spontané comme un avortement, puisque c'est involontaire. Mais la bioéthique condamne l'avortement lorsque c'est provoqué. Et pourquoi, quand vous entendez dans la bioéthique tout le temps, l'avortement, il s'agit de l'avortement provoqué. Un arrêt, une interruption de la grossesse. Bien sûr, en France, tout récemment, le problème s'est posé. Il y a la nouvelle loi de la bioéthique en France. Alors que quand les féministes s'étaient levés, ils avaient dit que la femme n'est pas propriétaire de sa grossesse, mais c'est la femme qui supporte la charge de la grossesse, c'est-à-dire sur le plan médical, sur le plan stress, sur le plan émotionnel, et c'est son ventre qui est en jeu. Donc, elle a le droit d'avorter n'importe comment et n'importe quand. Bien sûr! Et c'est maintenant que la bioéthique, avec la nouvelle loi de la bioéthique en France, le problème est posé. Chaque semaine, il y a une marche. Même la semaine passée, il y a une marche. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Voilà, la nouvelle loi de la bioéthique en France, c'est une loi purement contradictoire avec les faits et les réalités. Certaines femmes disent qu'elles sont des femmes d'affaires. Elles travaillent dans les grandes structures. Elles ne sont pas en mesure aujourd'hui d'entretenir une grossesse, de faire 40 jours de maternité. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui sont là. Et les femmes sont autorisées à faire la grossesse. Même sans le consentement des femmes. Ça veut dire que ça fait. 100%. Les cas des mères porteuses, par exemple, nous allons voir ça dans le clonage. Ça crée ce qu'on appelle entre les pays du Sud et les pays du Nord le trafic d'ovules. Et ça crée des êtres humains qui n'ont ni filiation. Nous allons voir ça en clonage. Bien sûr. Ni filiation.